Alors, depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a finalement des projets qui se développent autour de la donnée. Alors, on a parlé effectivement de big data, de smart data, de digital, de transformation digitale. En l'occurrence, je pense pas qu'il n'y ait pas d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas son programme de digital, de data et de transformation. Et donc voilà, je vous propose tour à tour de présenter vos différents projets. Donc en commençant par EDF. Et donc je vais vous donner d'ailleurs la zapette. Je pense que... Non, j'ai... faire appuyer encore une fois sur le petit bouton rouge. Voilà. Bien, donc bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. En fait, ce n'est pas moi qui devais parler, décidément c'est la journée. C'est Christophe Massis, le directeur de l'usine Data Analytics pour les producteurs, qui est l'initiative que je vais vous décrire, qui devait être là, puis il a été pris par des contraintes opérationnelles, donc c'est moi qui le remplace. Mais je connais assez bien le projet puisque j'étais à sa genèse. D'ailleurs, genèse que je vais un petit peu vous rappeler parce que c'est intéressant de comprendre comment on est arrivé à créer une telle usine. En fait, le problème remonte il y a 2-3 ans, enfin 3-4 ans même, à une époque où pas mal des fournisseurs d'EDF faisaient le siège des grandes directions en disant mais pourquoi vous n'utilisez pas toutes les données dont vous disposez pour créer de la valeur, pour faire de la maintenance prédictive, pour déceler l'amélioration de vos processus, etc. Donc, je ne citerai pas les grands fournisseurs, vous les connaissez aussi bien que moi, hein, qui faisaient le... Et ça a beaucoup interrogé notre président, hein, qui a demandé d'étudier la chose de manière assez précise. Et au bout de cette étude, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas du tout intérêt à aller vers ces fournisseurs de logiciels qui en fait demandaient surtout d'accéder à nos données, d'accéder à nos cas d'usage et en fait d'aspirer une partie de la connaissance du groupe. Donc on a décidé de bâtir en interne. Donc de bâtir en interne ce qu'on appelait une usine data analytics pour les producteurs, avec plusieurs éléments d'originalité. D'abord, la décision a été prise, mais c'est normal pour ce genre de décision, par le président lui-même, Jean-Bernard Lévy, qui a exigé que cette usine s'adresse à l'ensemble des producteurs du groupe, à la fois producteurs nucléaires évidemment, mais aussi producteurs hydrauliques, producteurs thermiques, et puis d'EDF en France, mais aussi de l'ensemble des filiales à l'étranger. Donc ça, c'était quelque chose d'assez nouveau, donc pour traiter l'ensemble de ces cas d'usage. Alors, l'organisation qu'on a retenue, c'est une organisation d'une vingtaine de personnes, regroupant des compétences de type data science, des compétences de type informatique et des compétences de type data analyse, qui sont plutôt des compétences métiers. Donc on a donc imaginé une structure un petit peu originale qui mettait sur un plateau projet, piloté par un directeur assez haut placé dans les organisations, qui pilotait cette équipe. La question s'est posée de où positionner une telle usine à destination de l'ensemble des producteurs. Et le choix a été de le mettre ni au niveau des opérateurs informatiques, parce que ce n'est pas de l'informatique, c'est d'abord un problème de métier, ni au sein des métiers, parce que ça s'adressait à l'ensemble des métiers, donc il n'y avait pas un seul endroit, ni, même si c'est une possibilité, à la R&D, parce que délibérément, on voulait avoir une structure qui traite de manière opérationnelle des cas d'usage opérationnels. Donc on a décidé de le mettre dans un endroit neutre, qui se trouve être l'endroit où je travaille aussi, qui est la direction des systèmes d'information groupe, qui était une entité d'une trentaine de personnes et qui, quasiment du jour au lendemain, est passée de 30 à 50 personnes, puisque l'usine a une cinquantaine de personnes. Alors, l'autre originalité, c'est que cette usine, elle traite donc de cas d'usage décidés par les métiers et financés par les métiers. Autrement dit, l'usine n'accepte en entrée un cas d'usage que si celui qui va en bénéficier potentiellement, parce qu'il ne sait pas s'il va en bénéficier, accepte de payer. Donc, ce qui garantit plein de choses, hein, qui garantit la disponibilité des données, qui garantit la disponibilité des porteurs des cas d'usage, ce qui garantit la disponibilité des experts
et qui garantit aussi le fait que si, à l'arrivée, il y a quelque chose qui marche bien, ben le producteur qui a proposé ce cas d'usage sera prêt à l'industrialiser. Donc voilà, ce sont des points importants. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Donc, et évidemment, cette équipe d'une vingtaine de personnes travaille donc pluridisciplinaire, hein, à la fois pluridisciplinaire dans les compétences techniques, mais aussi pluridisciplinaire au niveau des compétences métiers, hein, des hydrauliciens, des thermiciens, de l'éolien, du solaire, etc. Donc voilà. Elle travaille autour d'un lac de données où en fait l'ensemble des données nécessaires convergent vers ce lac de données, qui est un lac de données d'études. Donc on est dans une zone d'études et se pose ensuite la question de l'industrialisation, enfin on y reviendra sûrement. Peut-être deux ou trois éléments sur les livrables que notre système est en capacité de livrer. On a souvent l'impression que une fois qu'on a traité un cas d'usage, la solution va être de développer du système d'information. C'est parfois le cas. Donc l'industrialisation passe parfois par développer un nouvel outil industriel, mais parfois le cas d'usage mène à rester sur le prototype, qui est un outil pour des experts, voire parfois le cas d'usage qu'on a traité aboutit à une étude qui va faire évoluer la doctrine d'utilisation de tel ou tel aspect de la maintenance. Donc il n'y a pas... L'industrialisation, ce n'est aucun geste de développement informatique après. Ce n'est qu'une modification de procédure. Et bon, ce qu'on peut dire, c'est que le système aujourd'hui, l'usine, elle marche plutôt bien, hein, puisque en gros, en une année, elle a été capable de traiter une vingtaine de cas d'usage. Chacun ne dure que très peu de temps, hein, 3 à 6 mois. Hein. Au bout de 3 à 6 mois, on sait si ça apporte quelque chose ou pas. Et aujourd'hui, cette équipe de 20 personnes a été capable de générer des gains reconnus par les métiers à hauteur de plusieurs dizaines de millions, hein, intégrés sur 10 ans, certes, mais donc il y a une soixantaine de millions que les métiers ont reconnus de bénéfices financiers qu'ils vont pouvoir engranger. Et ça pour une année de cas d'usage, une année seulement. Alors tous n'ont pas réussi, hein. La plupart ont réussi, au moins à apporter une valeur technique, et la moitié ont réussi à apporter de la valeur financière. Voilà, là c'est l'ensemble des cas d'usage. Alors pour les canons nucléaires, je vais mettre les canons nucléaires, ils y étaient d'ailleurs, ils ont disparu. Mais peut-être le point le plus intéressant, c'est le petit encadré vert, et après je m'arrêterai une fois que j'aurai commenté cet encadré vert, hein, qui montre que les techniques utilisées, elles sont très variables. Ça peut être de la data visualisation, ça peut être de la statistique classique, ça peut être de l'apprentissage, supervisé, non supervisé. Donc il n'y a pas de prérequis sur les méthodes. Il y a juste une bonne ouverture. Voilà pour la description de manière très globale de cette usine. Je pourrais rentrer dans les détails quand ce sera nécessaire. C'est ça, on reviendra dans le détail juste après. Rebonjour, déjà un petit mot sur RATP Dev que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc RATP Dev, c'est la filiale internationale de la RATP qui a pour objectif donc d'exporter le savoir-faire de la RATP en France, en province et à l'international. Donc RATP Dev, concrètement, on exploite des réseaux de transport, bus, tramway, métro, un peu partout dans le monde. On est présent dans 15 pays, ça représente à peu près 15 000 collaborateurs dans le monde. On exploite par exemple le tramway de Casablanca, un train de banlieue à Johannesburg en Afrique du Sud ou encore le réseau de bus d'Austin. Aujourd'hui, tous ces réseaux de transport ils génèrent des volumes de données de plus en plus importants. On est déjà convaincu que si on croise ces données qui viennent par exemple des systèmes billettiques, des validations des cartes Navigo, des systèmes de maintenance, des systèmes d'exploitation, si on croise et on analyse correctement ces données, on peut améliorer déjà premièrement fortement nos performances en termes d'exploitation, mais aussi offrir un meilleur service en termes de qualité à nos usagers. Le problème, c'est qu'on a des situations très hétérogènes d'un réseau de transport à l'autre, en termes de système, en termes de culture, de contrats, de compétences locales. Donc finalement, on a des enjeux, des challenges autour de la data qui sont assez classiques, hein, c'est ceux qui sont listés sur la slide. Mais ce qui est moins classique, c'est la façon avec laquelle on les adresse.
pour faire face à ces caractéristiques d'un business très décentralisé, très hétérogène. Donc on peut lister rapidement les principaux challenges, mais je pense qu'on va y revenir après. Donc il y a déjà une question d'acculturation dans des pays et des contextes très différents, donc ça passe par des process parfois assez classiques de formation, de sensibilisation, mais aussi de la mise en place d'un réseau de ce qu'on appelle de data manager, donc de relais locaux dans chacune des filiales qui, auprès du directeur de la filiale, quand je dis filiale, c'est un réseau de transport, sont censés acculturer l'ensemble des équipes métiers. On a des problématiques autour de la collecte des données, je disais des systèmes très différents dont on hérite en général puisqu'on gagne des contrats d'exploitation qui ont une durée limitée et c'est la ville qui est propriétaire des systèmes, donc on hérite souvent de vieux systèmes sur lesquels on n'a pas entièrement la main. Donc il y a un vrai défi autour de la cartographie et de la collection des données. Ensuite, l'industrialisation des cas d'usage, on va en faire un zoom juste après, mais c'est particulièrement dur encore une fois lorsque les cas d'usage métier, les enjeux sont différents d'un réseau à l'autre. On a une question forte d'appropriation des outils data parce que les transports publics, c'est un vieux métier. Nos collaborateurs, c'est essentiellement des chauffeurs, des mainteneurs. Et il y a un vrai défi dans l'appropriation, dans le déploiement, pour que les outils soient vraiment adoptés et adaptés au quotidien de ces exploitants. Et enfin, un dernier point, c'est la montée en réglementation du contexte data avec l'open data et les RGPD qui sont à la fois des contraintes mais aussi des opportunités pour nous pour mieux structurer en interne et en externe au niveau de la ville. Mais je pense qu'on va y revenir aussi après. Juste un zoom rapide sur un montage innovant qu'on a mis en place pour industrialiser un outil data. EDF a présenté juste avant l'usine qu'ils ont mis en place. Beaucoup de grands groupes aujourd'hui mettent en place ce qu'on appelle des data labs. On ouvre un espace, souvent au centre de Paris, pour faire plaisir aux data scientists. On recrute une armée de data scientists, on détache un product owner qui vient du métier. Ça, c'est possible pour les grands groupes qui ont des moyens, mais ce n'est pas toujours facile pour des réseaux, pour des entreprises de taille intermédiaire comme le nôtre. Nous, pour industrialiser un cas d'usage l'an dernier, on a réfléchi à plusieurs scénarios après la réalisation d'un POC un peu classique. On avait la possibilité de continuer avec un partenaire extérieur, un subcontracteur, mais on avait peur de rentrer dans une relation un peu de prise d'otage, comme vous l'avez évoqué, ou avec un effet un peu boîte noire sur les données. On aurait pu prendre des participations dans une start-up, ça demande des moyens. On aurait pu internaliser, créer notre usine, mais pareil, il fallait avoir les moyens de recruter et retenir les data scientists. Donc on a eu l'idée de créer notre propre start-up, en fait notre propre véhicule externe, à qui on a transféré la propriété intellectuelle du premier POC qu'on avait développé. On a engagé des fondateurs, si on peut les appeler comme ça, à la tête de ce véhicule externe, un CEO, un CTO, qui sont incentivés en termes de parts en fonction des résultats de cette start-up. Cette start-up, aujourd'hui, elle s'appelle CTO, donc elle développe, elle maintient le POC qu'on avait développé dans une première phase, et elle vend cet outil à nos réseaux de transport. Concrètement, nos réseaux de transport paient une licence s'ils sont intéressés par l'outil. Donc vous voyez une démonstration derrière, un outil qui croise les données de billettique et les données d'exploitation pour essayer de mieux comprendre les comportements sur un réseau de transport, améliorer ce qu'on appelle l'adéquation offre-demande, diminuer les retards, mieux connaître le comportement des usagers, restructurer parfaitement les réseaux de bus. Donc on y reviendra peut-être après, mais nous chez RATEPDev, on pense qu'il y a des moyens et des méthodes, des montages un peu différents du lab ou de l'externalisation classique pour industrialiser un outil data. Merci. Monsieur Meluccio. Alors, bonsoir à tous. Alors, chez L'Oréal, la data, c'est une aventure qui commence il y a 3 ans et demi. On est parti vraiment de nulle part parce qu'on se disait que c'était important de commencer à travailler dans la data. On entendait beaucoup d'entreprises travailler dans la data, se développer dans la data, mais enfin, nous, on ne savait pas vraiment en quoi on était en train de se mettre. Du coup, on a essayé vraiment de prendre le temps de comprendre comment et à quel point travailler la data dans une entreprise comme L'Oréal, qui est focalisée à 100% sur ses consommateurs, quels étaient les bénéfices qu'on aurait pu avoir en travaillant sur la data dans une entreprise comme L'Oréal. On a pris un peu de temps pour comprendre, donc on a pris un peu de temps pour se faire un peu notre religion, et aujourd'hui, on est vraiment convaincu que la data, ce sera un peu notre nouveau assez transversal générateur de croissance. C'est-à-dire que c'est grâce à la data qu'on va avoir notre avantage compétitif sur nos concurrents.
enfin, on essaye de simplifier au maximum parce que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on parle de data, on est souvent face à des gens qui font tout pour complexifier un maximum les messages. Et en fait, la data, ça peut être très simple. Il faut juste avoir les idées claires et avoir un roadmap qui soit très, très, très clair. Et c'est ce qu'on essaie de faire nous chez L'Oréal, c'est on fait deux choses. On a deux enjeux. On essaie d'améliorer la relation avec nos consommateurs. Nos consommateurs sont toujours la priorité pour nous. Et en parallèle, on essaie de comprendre quels sont les processus sur lesquels on peut commencer à travailler. On peut les rendre plus simples, plus agiles et pourquoi pas plus rapides. Ça sont nos deux enjeux. On n'en a pas 10 000, on n'en a que ces deux. Pour faire ça, bien évidemment, on a besoin de remplir toute la chaîne et maîtriser toute la chaîne de traitement de la data. Donc, vous la connaissez, je vous en passe. Et là encore, la data, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas du blabla. On a besoin de compétences techniques, on a besoin de gens qui sachent mettre les mains dans la data et la traiter. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tous les différents métiers qui aujourd'hui interviennent dans un traitement de la chaîne de la data. Du coup, on a à l'interne tout un pléthore de gens qui travaillent sur la partie architecture, plutôt sur la partie ingénieur, sur la partie data science et après sur la partie visualisation et analyse. Et ça c'est très important parce que dans cette slide, on a enfin les trois éléments qui sont fondamentaux pour pouvoir réussir, à mon avis, dans la data, qui sont tout d'abord les compétences. Sans les compétences, on ne peut pas monter un département data, on ne se fait pas comme ça. Une fois qu'on a les compétences, pour pouvoir les attirer, les bonnes compétences, il faut leur montrer qu'on a les bonnes technologies. Donc on travaille sur les technologies qui aujourd'hui sont les meilleures sur le marché et qui font qu'ils seront toujours un peu up-to-date sur le marché. On ne peut pas prendre des data scientists de valeur, des personnes qui travaillent sur la data de valeur, et les obliger à travailler sur les technologies qui ne sont pas la pointe, qui ne sont pas les meilleures sur le marché, parce qu'ils vont vite se retrouver en dehors du marché. Du coup, c'est très important de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions pour travailler, du coup, technologie, et après, on a besoin de la troisième chose qui sont les use cases, parce qu'une fois qu'on a les gens, les bonnes personnes autour de la table, on a les bonnes technologies, il faut les mettre sur les bons use cases. Et ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée, parce qu'aujourd'hui, moi, je participe à plein de tables rondes et des moments de partage autour de la data, et je trouve qu'on passe beaucoup de temps à parler des contraintes qu'il y a autour de la data, du relationnel, de l'organisation, de comment on s'interface avec les départements IT, etc., etc., etc. Ce sont des contraintes. Mais ce qui nous échappe parfois, c'est de nous focaliser sur ce qu'on peut vraiment faire sur la data. Et c'est ça la vraie valeur qu'aujourd'hui, nous, en tant que datamen, on peut vraiment apporter à nos business. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de deux cas en particulier. Donc, ce sont deux cas très simples, mais qui peuvent un peu vous montrer ce qu'on fait dans une entreprise comme L'Oréal quand on bosse sur la data. Alors, je commence par un cas qui est plutôt autour de la business intelligence, donc vraiment du travail autour des processus business. Alors, ce qu'on a attaqué chez L'Oréal, c'est un des processus les plus compliqués qui existent dans une entreprise, qui est le moment où on fait ce qu'on appelle les prévisions de vente, les prévisions de vente. Tous les mois, on doit prévoir quelles sont les ventes qu'on aura sur les mois prochains, sur les 3 mois prochains, sur l'année, parce qu'il faut que nos usines s'apprévisionnent et qu'ils nous envoient du coup les produits dont on a besoin. C'est un processus très compliqué, parce que si vous pensez à un portefeuille de produits comme celui-là de L'Oréal, qui compte plusieurs milliards de produits, avoir cette finesse de prévision au niveau du produit, de ce qu'on appelle les SKU, de sur 10, 15, 20 000 produits, et être fin dans notre prévision, c'est quelque chose de très compliqué. Et aujourd'hui, tout ça, c'est fait à la mano. Même dans des entreprises qui sont plutôt avancées comme L'Oréal, il y a des gens qui aujourd'hui, en prenant les données historiques, ils font des prévisions à la mano. Donc, ils se mettent et ils intègrent ces données dans un fichier Excel. Donc, ce qu'on a dit, c'est que peut-être que via la data science, on peut améliorer ce processus. Du coup, ce qu'on a fait, c'est de commencer à prendre toutes les sources de données qu'on a en interne, notre selling historique, notre sell-out, les investissements médias, les investissements promo, etc., etc., etc. On a commencé à les mettre dans une machine et on a essayé de commencer à entraîner la machine avec toutes ces données. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'aujourd'hui, sans que les gens touchent la data, juste en mettant la data dans la machine et en demandant à la machine d'être de plus en plus intelligent via des process de machine learning, on arrive à avoir un écart par rapport à ce qu'on fait qui est juste colossal. Vous voyez, on a travaillé sur 3 catégories qui sont très différentes entre elles, catégorie plus de mass market et catégorie plus de beauté, et on a toujours des écarts en termes de, ça sont des points d'accuracy, donc des points de fiabilité de la prévision. L'écart, c'est juste monumental. Et chaque point d'écart, quand vous pensez aux millions de produits que L'Oréal vend tous les mois, on parle de millions et millions d'euros. Donc c'est pour ça que
on a vite pris l'attention de notre top management parce qu'on allait les voir en disant, sans que X personnes touchent au prévu de vente tous les mois, on peut vous faire gagner X millions d'euros juste en intégrant les données de la bonne façon dans des process de machine learning. Et ça prend tout de suite vraiment l'attention et ça fait vraiment saisir l'importance d'un travail structuré et bien fait sur la data. Donc ça, je vais vite, sinon je vais prendre trop de temps. Et un deuxième cas que je voulais vous montrer, on dit toujours que ce sont les retailers, ce sont les banques, ce sont les assurances qui ont le plus de données. Et peut-être que c'est vrai. Mais aujourd'hui, du coup, les sociétés comme nous, les industries, qu'est-ce qu'ils doivent faire sur la data et comment ils peuvent bosser sur la data? Bien sûr, il y a toute la partie business qu'on a vue avant. Mais aujourd'hui, nous avons une connaissance de nos consommateurs qui est assez incroyable. Et du coup, comment on peut utiliser cette connaissance consommateur pour proposer à nos consommateurs toujours quelque chose de mieux, plus approprié à leurs besoins, à ce qu'ils attendent, à leur attente. Du coup, ce qu'on a fait en interne, et nous on adore ce type de projet, on a essayé de travailler un projet qui était plutôt 360, donc je saute ce slide et je vais peut-être juste sous la fin. On a essayé de travailler sur ce paradigme. On s'est dit que notre vrai patrimoine de data, c'est notre first party data. C'est tout ce qu'on sait sur nos consommateurs, que ce soit du CRM, que ce soit de la données anonyme, donc via tout le trafic qu'on a sur nos sites. C'est ça qu'on sait de nos consommateurs, c'est ça notre vrai patrimoine. Comment aujourd'hui on peut leverager sur cette data pour en faire un vrai actif, pour en faire quelque chose qui peut nous faire gagner plus de précision dans la manière d'adresser nos consommateurs. Du coup, on a commencé en partant de tout ce qu'on appelle les analytics plutôt sur la partie, je parle particulièrement des analytics sur nos sites. Donc, on a commencé à avoir un plan de tagging très détaillé sur nos sites. Ça veut dire que quand vous rentrez sur un site comme L'Oréal Paris, on traque tout ce que vous faites. Le moment où vous arrivez, ce que vous regardez, ce que vous scrollez, où vous vous arrêtez, quand vous cliquez, quand vous mettez un produit dans le panier, quand vous le sortez, la langue que vous avez choisie, etc., etc., etc. Ça fait 18 000 événements différents qu'on peut traquer quand vous êtes sur nos sites. C'est énorme et c'est important parce qu'un seul consommateur sera exposé à plusieurs centaines d'événements sur nos sites. Et ça fait que notre data explose, devient de plus en plus importante. Du coup, on est parti de là, on a commencé par un plan de tagging hyper précis sur tout ce qui est notre first party. Ensuite, bien évidemment, toutes ces data, on l'aspire et on la stocke dans notre plateforme cloud. Une fois que la data est prête et rentre dans notre data warehouse, on reconstruit tous les parcours. C'est-à-dire qu'un consommateur qui est venu plusieurs fois sur nos sites et qui est passé par un email et qui est passé par d'autres canaux, on va recréer au niveau du consommateur un seul parcours. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, on sait exactement comment nous, on peut s'interfacer avec chaque consommateur et tous les moments où ce consommateur est rentré en contact avec nos marques. Une fois qu'on a reconstruit au niveau individuel tous les différents parcours, c'est le moment où on peut mettre vraiment de l'intelligence derrière la data. Du coup, on commence à générer nos modèles de scoring pour comprendre quels sont les consommateurs produit par produit qui sont les plus affines avec notre portefeuille de produits. Pourquoi? Parce que je veux vraiment proposer à chaque consommateur le meilleur produit au meilleur moment. Une fois que j'ai fait ça, tout ce type de données rentre automatiquement dans notre tool de gestion analytics. On retrouve une audience qui vient se créer sur notre DSP, qui est l'outil qu'on utilise pour pouvoir cibler nos consommateurs en communication. Donc, on cible les bons consommateurs avec la bonne communication et on traque tout ça dans des outils de visualisation pour montrer à toute la population L'Oréal que ce type de boucle fonctionne et qu'on a vraiment des vrais résultats. Plutôt qu'arroser tout le monde avec le même message, on va toucher le bon consommateur en lui disant exactement ce qu'il veut entendre parce qu'on sait que c'est ça ce dont il a besoin. Et du coup, on a des très bons résultats. Là, je ne les ai pas amenés avec moi. Voilà, c'était un peu ça que je voulais vous montrer, un peu comment aujourd'hui, dans une entreprise comme L'Oréal, on peut vraiment révéler et utiliser la data pour en faire quelque chose qui soit une vraie source de business. Merci, M. Miuccio. M. Bonnefou. Alors, je découvre les slides en même temps que vous. En fait, moi, je voulais surtout vous parler de transformation data, parce qu'en fait, on parle beaucoup de data ou d'analytics, mais on parle des fois rarement de transformation data. En fait, quand je suis arrivé chez BNPAM il y a un an, en fait, le véritable enjeu, c'était de positionner ce mot data dans l'entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans des banques ou dans des sociétés de gestion qui finalement gèrent des fonds, gèrent des mandats, à l'échelle de BNPAM, on gère l'équivalent à peu près de 500 milliards d'encours. Donc, ce qui fait qu'on a quelques, on va dire, exigences et puis
on a quelques régulateurs sur le dos. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est cette prise de conscience que la donnée a une valeur. Mais quand je dis ça, la donnée a une valeur, elle n'apparaît pas dans les comptes, cette valeur. La valeur, c'est du goodwill. La valeur, on la connaîtra le jour où on vendra la société, en fait. Et donc aujourd'hui, pour faire prendre cette conscience à l'échelle d'une organisation qui est très très décentralisée, parce qu'en fait, BNP Asset Management, il faut que vous imaginiez juste une organisation qui est splittée en 33 pays dans le monde. J'ai 63 legal entities à gérer et plus de 12 ou 13 business domaines, donc métiers qui gèrent de la donnée. Et donc dans cet écosystème qui est très très décentralisé, il fallait faire prendre conscience de la valeur de la donnée. Donc ça a été vraiment un enjeu parce que on est face finalement à, on va dire, à des univers très, très compétitifs, très concurrentiels. Tout le monde cherche finalement à collecter plus, à maîtriser ses coûts de gestion et à être de plus en plus client et data-centric. Donc il fallait bâtir finalement des principes forts pour engager les personnes. Le premier, ça a été déjà, on va dire, de privilégier la stratégie à la tactique. On voit trop souvent des opérationnels finalement choisir des solutions tactiques qui après génèrent de la dette technique, et quand vous voulez décommissionner finalement une application, on s'aperçoit que c'est la croix et la bannière. Donc ce qui fait que dans mes équipes, les mots d'ordre, ça a été simplifier, 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 expliquer finalement pourquoi on fait les choses et pourquoi il faut les faire au bon moment. Donc ça, c'était un vrai... on a, on va dire, tordu un peu le cou et le bras et le poignet à certains. Le deuxième, c'est apporter de la vision. C'est-à-dire que dans les entreprises, de temps en temps, on est un peu perdu, ou sinon on voit trop souvent à court terme. Apporter de la vision, dire finalement pourquoi on fait ça, quelle valeur on y voit. Et ça, c'est très très important, puisqu'en fait, ça nous permet aussi finalement d'avoir du feedback de la part des métiers. On voit bien que finalement, il y a des technologies, et on le voit quasiment tous les mois, il y a des technologies qui étaient indépendantes et qui se font racheter par des grands groupes. Du coup, ça met à mal certaines feuilles de route. Bon, il faut partager cette vision et il faut à chaque fois driver ça par le sens. Le troisième point, pour moi, il est essentiel. On ne réussira pas dans la donnée, ce n'est pas une histoire d'outils, c'est une histoire d'humain. Donc ce qu'on a fait, on a drivé cette transformation par la donnée, et en fait on est allé chercher, et on a cherché à responsabiliser les gens. Ça veut dire quoi? C'est depuis 1 an, en fait on a démarré avec une équipe, donc on était 3, aujourd'hui on est 20, et on arrive aujourd'hui à manager une data community qui pèse plus de 200, 250 personnes, et on a 200, 250 personnes qui ont des objectifs data en performance annuelle. Et l'année prochaine, on va aller jusqu'à impacter les fiches de poste. Et ça va très très loin, parce qu'en termes de responsabilisation, on en voit aujourd'hui les fruits. Les données, forcément, elles sont de meilleure qualité. On a des feedbacks très très intéressants sur des sujets qui ne remontaient pas. En fait, quand j'ai bâti ma feuille de route, certains sujets de disqualité de la donnée m'étaient remontés, on va dire, quasiment au restaurant dans l'entreprise, mais jamais dans des comités opérationnels ou stratégiques. Donc ça, c'est par la responsabilisation finalement des personnes et des acteurs, des opérationnels, etc., que tout ça finalement vit et est remonté. Et après, le dernier point, et j'y tiens beaucoup, c'est finalement, il faut quelquefois accepter l'échec. En fait, on a tous des bonnes idées en tête, simplement que des fois, dans nos contextes et au moment où on le fait, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne équipe, et finalement, il y a eu quelque chose qui a fait grincer en tout cas, qui a bloqué le moteur, et qui fait qu'on est en échec. Et ça, c'est vrai que dans des organisations, des fois, de culture très européenne, on a du mal, et moi, j'ai la chance, finalement, de pouvoir parcourir un peu l'Europe et de discuter avec des équipes américaines ou asiatiques, et ils nous apportent ça, c'est-à-dire qu'ils nous apportent cette prise de recul et le fait que de temps en temps il faille accepter l'échec. Après, j'ai d'autres choses à vous montrer, mais je ne sais pas si on a le temps. Il vous reste quelques minutes. Quelques minutes. En fait, ça c'est exactement ce que je vous montrais, c'est en fait pour embarquer les métiers, j'ai mis en place une gouvernance dite décentralisée, c'est-à-dire que le CDO ne résoudra pas tout. Je ne suis pas le Messie, et je ne suis pas le Messie de BNP AM. Et ça, c'est
Important de le dire parce que finalement, quand je suis arrivé il y a 1 an, on va dire tous les métiers disaient enfin quelqu'un qui va traiter des sujets de qualité de données, d'intégrité de données, de gouvernance de données et de valorisation de données. Oui, mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'il faut les responsabiliser, il faut leur expliquer pourquoi c'est important, et finalement, on y arrive parce qu'aujourd'hui, cette communauté data, elle pèse 250 personnes, et ce n'est pas 250 personnes qui me reportent directement, c'est 250 personnes qu'on anime et qu'on objective. Donc ça, j'ai une chance assez inouïe sur ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans chacun des domaines, ils sont responsables finalement de leurs données stratégiques. Mais quand on pose ce principe-là, on a tout de suite la question, mais c'est quoi? Quelles sont mes données stratégiques? Et là, il y a un vrai travail de prise de conscience, puisqu'en fait, derrière, il en découle qui sont les bonnes personnes pour traiter ces sujets-là, quels sont l'effort de mise en qualité de ces données dites stratégiques, et de quel outil je m'équipe pour faire en sorte que mes données soient gouvernées, soient en qualité et soient utiles à l'organisation. Donc ça, on va dire, c'est entre le mandat et le modèle opérationnel, c'est quelque chose sur lequel on négocie très très peu, parce qu'il en va des KPI de cette transformation data. Après, juste pour partager, pour vous dire que finalement on court tous après ça, on est évalué chaque année par Gartner au titre de leur maturité digitale et data. Donc ils posent énormément de questions, ils ont plus de 80 KPI pour juger de la maturité digitale et data. Nous, du coup, ça nous a obligés à mieux définir nos données stratégiques, à certifier nos collaborateurs au niveau GDPR, à monter finalement cette data community sur des sujets des fois de simple gouvernance, mais aussi de qualité de données. Et quelque part, après, ça nous permet de le traduire en actions très concrètes, puisqu'en fait, je suis sponsor d'une plateforme technologique qu'on appelle de Data Hub, donc avec un lake, etc., etc. Et en fait, ça nous permet là aussi d'objectiver l'entreprise en disant, mais finalement, ces fameux use cases, donc on a tous des bonnes idées, etc., etc. Aujourd'hui, on en a identifié d'une 50aine, mais finalement, si on devait miser sur des use cases, aujourd'hui, on en a combien? On a combien de use cases à valeur, en fait? Des use cases sur lesquels on croit qu'il y a de la valeur à aller chercher. Et donc on a ce travail-là, c'est un travail assez intéressant, parce que ça pose la question de la valeur d'usage et de la valeur intrinsèque d'un use case, et donc du caractère mutualisable finalement des données. Et ça, c'est des questions vraiment même qui touchent les architectes de solutions, les architectes d'entreprise, etc., etc. La partie data lake, forcément, comme on a des systèmes assez anciens, il faut montrer comment on migre finalement d'un dataware et d'un datamart à des nouvelles technologies, et donc dire concrètement, ce data lake, est-ce qu'il me permet de rendre service à moitié ou à 100% par rapport aux données qui existent dans mon dataware? Et sur la partie industrialisation, pour moi, c'est vraiment cette win probe, c'est-à-dire on y est arrivé combien de fois à mettre un use case en mode industrialisé. Ça, c'est essentiel. Et après, il y a un dernier sujet auquel je tiens, parce qu'en fait, on est en train de réussir, je pense, un beau pari, c'est d'arriver à avoir un index sur le niveau de confiance de la qualité des données. Et ça, honnêtement, on est en train de réussir le pari avec les métiers, puisqu'en fait, c'est un sujet qui souvent est imperceptible, qu'on a du mal à mesurer, et qui, sans l'avoir, ne nous permet pas finalement de savoir où investir et où mettre du gaz pour que les choses s'améliorent. Ce dernier point, là, je vous invite à lire une étude d'IDC là, qui est sortie le mois dernier, et qui dit juste quelque chose qui est, je pense que tout le monde vit dans son entreprise ou dans son département. On perd tous 20% de notre temps à rechercher ou à mettre en qualité des données. Et ça laisse rêveur, parce que c'est 20% de coûts en moins, on peut facilement en chercher la moitié. Effectivement, ça laisse rêveur. En commun, vous avez donc, comme je le disais en introduction, pas mal de choses. Vous avez tous cité la culture de la donnée et la culture du cas d'usage. Monsieur Atabian, vous disiez un cas d'usage, il ne peut être éligible que s'il est financé. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous organisez justement la collecte du cas d'usage ? Alors la collecte des cas d'usage, en fait, est vraiment de la responsabilité des métiers. Et en fait, on a
fortement inciter chaque métier, chaque comité directeur des directions, direction du nucléaire, direction de la thermique, de l'hydraulique, à s'organiser pour identifier tous les cas d'usage porteurs de valeur, pour prioriser ces cas d'usage et pour les mettre en entrée de notre usine. Alors évidemment, ce travail-là ne se fait pas indépendamment de l'usine, c'est de la responsabilité des métiers, mais l'usine est là pour, on va dire, porter la bonne parole, aller dans les CODIR, aller voir les managers intermédiaires, etc., pour leur montrer toute la valeur potentiellement accessible par l'analyse. Mais c'est bien un renvoi vers les métiers de leur responsabilité, c'est-à-dire trouver des bons cas d'usage. Alors ça règle le problème d'identifier les bons cas d'usage. En termes de culture donnée, donc ça c'est important, hein, parce que c'est des gens experts de leur métier qui vont identifier les bons cas d'usage. D'ailleurs, parfois, ces mêmes experts vont être déstabilisés par les résultats. Donc la culture donnée, ça veut dire aussi être prêt, et là je parle des managers et des experts métiers, hein, la culture donnée, c'est aussi être prêt à accepter que des idées que l'on avait sont remises en cause. Des pratiques que l'on avait doivent être mises en cause parce que les résultats sont là et prouvent le contraire. Donc c'est une dimension auprès des experts. Simplement, ce n'est pas eux qui font la qualité des données, qui est l'élément nécessaire, indispensable pour que les cas d'usage apportent de la valeur. Et donc il y a une deuxième dimension de la culturation, qui est la culturation vers l'ensemble des salariés, parce qu'en général, ce sont eux qui sont à l'origine de la production des données. Ils n'ont pas forcément une idée des cas d'usage, c'est les experts qui ont cette idée-là. Par contre, les gens qui génèrent la donnée, il faut aussi les acculturer, parce que si on ne les acculture pas, ils n'auront pas conscience que les données qu'ils vont générer, c'est des données pour du réusage qui va créer de la valeur, et ils ne vont pas forcément être toujours aussi attentifs que nécessaire à la qualité de la donnée. Donc il y a ces deux volets de l'acculturation, vers les experts métiers, les managers, les directeurs, et puis vers l'ensemble des salariés. Et typiquement, je ne sais pas, M. Miluccio, est-ce que c'est une approche outillée? Est-ce qu'il y a des outils pour faire ça, des procédures? Est-ce que vous les avez créées? Comment est-ce que finalement vous diffusez ce message de façon à ce que chacun se l'approprie? Mais en effet, chez L'Oréal, ça marche un tout petit peu différent parce que c'est vrai qu'on va avoir des rendez-vous avec les différents métiers, mais on ne leur demande pas de nous donner les cas d'usage. On leur demande plutôt de savoir quels sont leurs besoins. Parce que souvent, c'est impossible pour quelqu'un qui vient du métier de traduire tout ça en outil ou en processus data. Ça, c'est un peu notre boulot, je pense. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est vraiment de comprendre dans quel type de process on peut s'incruster pour donner de nouvelles solutions. Et ensuite, par contre, ce qu'on fait nous souvent, c'est de garder une partie de notre temps pour de nouvelles solutions. Et ça, c'est très important parce que s'il y a des nouvelles technologies qui sortent sur le marché, ce ne sera pas le métier qui pourra jamais me le dire. Et s'il y a des choses que je ne pouvais pas faire avant parce que je n'avais pas la bonne solution, je n'avais pas la bonne technologie dans ma boîte outils, ce ne sera jamais le métier qui pourra me donner la solution. Donc c'est à moi, parfois, de prendre de nouveaux outils, de les utiliser pour leur montrer que maintenant, les nouvelles technologies me donnent la possibilité de faire ça, ça, ça et ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous donne la possibilité en même temps de travailler vraiment sur la formation, sur le training de nos experts data, parce que si on continue à travailler toujours sur les mêmes technos, sur les mêmes outils, on arrive vite un peu à la limite de l'exercice et on se retrouve vraiment à être un peu limité par nos mêmes outils. La chose vraiment intéressante dans une équipe data, c'est la découverte de nouveaux outils, c'est la découverte de la nouvelle technologie, et c'est ça qui nous rend un peu, qui nous donne vraiment de l'air fraîche à aller chercher. Et c'est sur ça que nous, on bosse vraiment énormément pour essayer vraiment d'avoir toujours une partie de notre temps pour allouer à ça. Et après, c'est vrai que ce qu'on essaie de faire toujours avec le business, avec les équipes métiers, c'est d'arriver avec des nouveaux outils qu'ils pourront utiliser. Parce que souvent, si j'arrive avec quelque chose qui est juste une solution à leur cas, une réponse à leur problématique, c'est très bien, ça résoudra le problème à ce moment-là. Mais ce sur quoi il faut que nous on bosse vraiment, c'est l'outil. C'est de leur créer les bons outils qui peuvent vraiment les aider à accélérer dans la nouvelle manière de gérer et de traiter la data. Et c'est sur ça que nous on bosse beaucoup en ce moment sur toutes les problématiques de marketing digital. C'est toujours d'arriver à créer l'outil qui peut permettre aux équipes de trouver la solution à leurs questions.
Et Monsieur Martinetti, je voyais opiner sur la différence entre besoin et cas d'usage. Est-ce que vous faites une distinction finalement entre les pain points que peuvent avoir les services et les cas d'usage? Oui, effectivement, chez RATP Dev, on a adopté un état d'esprit un peu similaire à celui évoqué par L'Oréal, c'est-à-dire que notre objectif avant tout, c'est de faire remonter correctement les besoins de nos différentes filiales qui sont encore une fois dans des contextes très différents. Je parlais tout à l'heure de communauté de data managers. Ces data managers, donc c'est un peu nos ambassadeurs au sein des réseaux de transport, qui ont pour but auprès du directeur de faire un peu le tour de métier des différentes directions, de casser les silos pour essayer de faire remonter les besoins au niveau du siège, et de ces besoins naissent ensuite les cas d'usage. Nous, on s'appuie en fait sur 2 grands biais pour aujourd'hui acculturer, sensibiliser les équipes. Le premier, c'est sensibiliser les équipes au potentiel derrière la data. Donc bon, ça, c'est assez classique, hein. Au-delà de ces remontées de besoins, ça passe par des formations, des présentations, des restitutions les plus larges possibles sur le ROI des POC qu'on peut réaliser. Et le deuxième biais, qui est un peu plus nouveau, c'est la peur, le danger. On se rend compte que ça marche assez bien. Nous, par exemple, réseau de transport, si on perd la main sur les données de mobilité, il y a un risque fort d'intermédiation entre nous, le réseau de transport, et la ville, par des nouveaux acteurs de la mobilité comme Uber, Citymapper. Donc si on perd la main sur les données de mobilité, notre part de marché, notre périmètre est réduit. Et puis un jour, si les bus ils sont autonomes, il n'y a plus de chauffeurs. Et donc à terme, notre business il disparaît complètement. Donc via ce genre de projection, ce genre de représentation, ça permet aussi de sensibiliser certains acteurs, en particulier les dirigeants du COMEX. De la même manière, la RGPD, quand on leur dit que il y a 4% du chiffre d'affaires qui est en jeu si on ne respecte pas la RGPD, ça fait bouger les choses. Ça sensibilise considérablement. Et Monsieur Bonnefou, vous avez beaucoup insisté sur l'humain. Vous avez parlé de ce réseau de 250 collaborateurs qui sont incentivés sur la donnée. Est-ce que eux aussi en charge dans l'incentive, justement, c'est de la diffusion de cette acculturation de la data, du cas d'usage, et la sensibilisation de tout un chacun? Oui, forcément, mais pas que. En fait, par exemple, on a mis en place il y a 1 an quasiment, puisqu'en fait c'était au 25 mai dernier. Déjà, j'ai un conseil d'administration de la donnée. Donc en fait, tous les mois, on réunit des membres du COMEX et puis leur N-1 pour expliquer finalement ce que produit cette transformation data à l'échelle de BNPAM. Donc ça a été une véritable surprise, mais ça a inscrit un rythme surtout. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous avec les membres du COMEX pour leur expliquer concrètement qu'est-ce qu'on fait et pourquoi les choses bougent et pourquoi ça amène de la valeur. Donc ça, c'était un premier point. Au niveau de collaborateurs, un peu comme ce que dit finalement mon voisin, c'est-à-dire qu'on a mis en place cette communauté data avec différents rôles. Donc il y a des data domain managers, il y a des data stewards, etc. etc. Donc tout ça s'anime. Le véritable sujet aussi, c'est que ces personnes-là, finalement, disposent aussi d'outils pour donc de sorte de réseau social d'entreprise interne pour pouvoir se questionner et se challenger. Donc ça, aujourd'hui, pour éviter quand vous créez une communauté, il y a un effet de silo qui de suite se met en place, et donc on retransparise via des petits outils, on va dire, de RSE. Etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait d'autre d'intéressant? On a mis en place un social game aussi. On est en train de le designer pour faire en sorte que les équipes, selon, par exemple, si je parle du domaine client, que ces données-là parlent à nos gérants, parlent finalement aux équipes qui gèrent les produits, et que là aussi on casse des silos très opérationnels et très fonctionnels. Donc on va se servir finalement de ces outils de social gaming pour que les collaborateurs parlent data de manière encore plus friendly. Effectivement, d'accord. Donc l'acculturation, c'est vraiment, on voit au cœur de l'élément. Après, vous avez tous, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous une approche agile, test and run, mais sous vraiment différentes formes. Une forme plutôt start-upisée avec RATP Dev, une forme intégrer la DSI. Finalement, qu'est-ce qui a motivé votre choix, en sachant que votre objectif, c'était vraiment de faire du test and run et éventuellement d'avoir cette culture de l'échec que vous décriviez, mais je pense que vous l'avez tous. Mais finalement, qu'est-ce qui a décidé le mode d'intégration de votre data lab ou finalement cellule data, selon la façon dont vous l'appelez, mais qu'est-ce qui a motivé la forme qu'elle a prise? Je vais peut-être commencer. Je vais donner quelques éléments de réponse déjà. Mais donc cette usine-là, d'abord on a choisi le mot usine, ce qui n'est pas neutre. Alors évidemment, comme on a affaire
à des industriels, le mot usine reflétait une réalité connue par ailleurs. Mais par exemple, le choix que l'on a fait, c'est de ne pas aller à la R&D. Parce que notre R&D, même si c'est une R&D pratique, elle travaille sur le moyen et le long terme. Et là, on voulait être sur des cas d'usage de court terme. Donc, on a volontairement choisi de ne pas la mettre à la R&D, même si des gens de la R&D participent au plateau de projet. Puisque c'est bien le plateau de projet où il y a des gens de la R&D qui viennent, des gens de l'IT, des gens des métiers, parfois détachés, parfois pas détachés. Enfin, voilà, c'est relativement souple. Et il y a cette idée de, on essaie pendant 3 mois à 6 mois, comme en entrée de notre usine, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Si ces conditions ne sont pas respectées, le cas d'usage ne rentre pas dans les tuyaux. Si les données ne sont pas là, si le sponsor n'est pas là, si le financement n'est pas là, si l'espérance de gain n'est pas là, on ne le fait pas rentrer. Et donc on a beaucoup moins de risques d'échec à l'arrivée. Quel est votre taux d'échec? Vous avez une idée? Oui, jusqu'à présent, des vingtaines de cas d'usage qu'on a traités, il n'y en a que 10% qui ont été un véritable échec. Les autres ont apporté quelque chose, et dans ceux qui ont apporté quelque chose, il y en a 50% qui ont apporté du cash. Et dans votre échec, en général, quel est entre guillemets le délai pour vous rendre compte que ça ne marchera pas? Est-ce que c'est très rapide ou est-ce que finalement ça peut être un peu plus long? Honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question, qui est une question opérationnelle. Question piège. Opérationnelle. Monsieur Milouchou. Alors, il faut se dire les choses très honnêtement. Quand vous êtes dans un département data, par exemple chez L'Oréal, il y a un peu dans tous les use cases, il y a une partie d'échec. Parce qu'à chaque fois, on commence avec des convictions, après on fait face à plein de difficultés, plein de complexités, et parfois, du coup, on arrête complètement le projet parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas pouvoir arriver jusqu'au bout. Mais je trouve que cette partie d'échec, et honnêtement, c'est un peu notre grande force aujourd'hui. Parce qu'on est quand même une petite équipe, une équipe qui commence, qui démarre, et du coup, l'échec est tout à fait permis et compris au sein de notre organisation. Et après, il faut se dire aussi les choses, on fait plein de... Honnêtement, nous, on est une espèce d'usine à POC, on fait énormément de POC. Et ça ne me dérange pas, honnêtement, parce que c'est aussi la force et l'intérêt de traiter des sujets qui sont complètement différents, de passer de la marge qu'on peut faire travaillant sur la data financière à comment on peut pousser du contenu aux consommateurs, à comment on travaille sur les avis conso pour en tirer de l'intelligence. On passe de tout type de data et tout type de traitement, et ça, c'est hyper intéressant. En revanche, il y a un moment où il faut industrialiser tout ça, et quand on arrive à la partie industrialisation, c'est là où il faut absolument embarquer toutes les autres équipes. Et c'est pour ça que nous, le seul prérequis pour tous les cas d'usage qu'on a chez L'Oréal, c'est qu'il y ait quelqu'un de métier avec nous et qu'il y a quelqu'un de l'IT avec nous, parce que très honnêtement, sans avoir cette mode de fonctionnement un peu tripartite, on ne pourra jamais industrialiser vraiment un process. Du coup, c'est très important de ne pas vivre le fait de travailler avec d'autres départements qui ont peut-être d'autres objectifs et d'autres manières de penser comme un frein à notre développement, mais c'est vraiment une grande richesse qu'on a aujourd'hui. Et même toutes les contraintes qui peuvent arriver dans une relation avec une IT qui a une manière de penser un peu différente par rapport à la nôtre, il faut vraiment la vivre comme une énorme richesse et comme une énorme possibilité d'apprendre, entre guillemets, comment pouvoir rendre nos cas d'usage vraiment des vrais succès après. Mais c'est vrai que l'industrialisation, c'est quelque chose qui rentre dans notre manière de penser du début de chaque cas d'usage. Sinon, honnêtement, là, on perd notre temps. Si on sait qu'on ne pourra jamais industrialiser quelque chose, honnêtement, on est en train juste de faire du marketing, de vendre un peu nos approches, mais on ne sera jamais au cœur vraiment de la transformation de notre business. Et vous avez fait le choix, M. Martinetti, de la start-up CTO. Est-ce que c'est un vecteur qui peut recevoir différents cas d'usage, ou est-ce que potentiellement vous dites il y a d'autres méthodes finalement d'industrialisation Oui, enfin, je pense qu'il n'y a pas une méthode d'industrialisation et qu'il y a des méthodes d'industrialisation plus ou moins adaptées à la taille de la structure, de l'organisation et du cas d'usage. Je voulais rebondir un peu sur l'intervention de mon collègue de L'Oréal. Le projet, le montage innovant qu'on a mis en place pour créer la Startup CTO part aussi d'un échec. On avait identifié le cas d'usage il y a 2-3 ans. On a décidé dans un premier temps d'industrialiser avec une entreprise californienne qui s'appelait Urban Engines. On avait signé des contrats avec cette entreprise, commencé à déployer et industrialiser l'outil sur 2 ou 3 de nos réseaux dans le monde. Et du jour au lendemain, Urban Engines s'est fait racheter par Google, a complètement disparu. Et tout ce qu'on avait développé avec eux et commencé à déployer, s'est terminé du jour au lendemain. Donc on a été très refroidi par cette expérience.
Et donc on s'est posé pendant plusieurs mois et on a comparé plusieurs scénarios, un peu comme je vous l'ai évoqué en introduction. Donc on a oublié tout de suite ce scénario de contractualisation externe avec un fournisseur extérieur classique. On s'est dit, est-ce qu'on a les moyens d'internaliser? Aujourd'hui, non. Donc on a essayé de trouver des montages innovants. On s'est fait accompagner par un cabinet externe qui s'appelle Quantmetry, d'ailleurs qui a créé sa sous-société qui s'appelle Anova, qui est spécialisée dans la création de Startup Studio. Et on a essayé de bâtir avec eux un business model complet pour mesurer le ROI général qu'aurait ce montage innovant, c'est-à-dire la création d'un véhicule externe avec sa propre vision, ses propres fondateurs qui vendraient cet outil industrialisé à nos filiales. Et on a vite abouti à la conclusion que c'était certainement le montage le plus rentable pour nous, aussi le plus vertueux, parce que finalement faire payer nos filiales, même si ça fait un peu, on a l'impression que c'est que de l'argent interne qui circule au sein d'une entreprise, ça permet aux filiales de comprendre la valeur qu'ont ce type d'outil, la valeur qu'elle a donnée. Et aujourd'hui, Citio, c'est une dizaine de salariés, essentiellement des data scientists. Citio est déployé dans une dizaine de réseaux au travers le monde, et on a déjà des ROI, des résultats très satisfaisants en termes d'amélioration du taux de confort, en termes de diminution du taux de fraude. Et Citio se développe, essaie d'adresser des nouveaux cas d'usage de proche en proche en recrutant des nouveaux profils et à chaque fois en s'appuyant sur des POC qu'on initie au niveau du siège sur des nouveaux sujets comme la maintenance prédictive par exemple. Et alors, juste une petite question, comment vous gérez la relation, justement, parce que Citio est une entité indépendante, même si vous y participez. Or, les données qu'il manipule sont des données qui transitent par vous. Est-ce qu'il les collecte directement au sein des collectivités locales et des systèmes de billettique? Alors, Citio fournit juste l'outil d'analyse, de traitement, de visualisation des résultats. Tout ce qui est collecte, stockage de données reste chez RATP Dev, donc dans la partie IT, avec la création un peu classique de serveurs locaux et d'un Talec Group dans le cloud, sur lequel vient se brancher Citio. Et Monsieur Bonnefou, vous avez une organisation qui est assez particulière au sein du groupe BNP. Finalement, comment est-ce que vous êtes arrivé à être en dehors de l'organisation traditionnelle, ce qu'on pouvait trouver dans le groupe? Alors, au niveau du groupe, c'est sûr que la data et cette transformation data est très guidée par le BCBS 239, donc avec un programme radar qui est très connu en interne. Côté AM, c'est différent, puisqu'en fait, comme on n'est pas une banque et qu'on est une société de gestion, il fallait trouver d'autres drivers que le réglementaire. Donc, ce qui fait que le premier driver, c'est d'arriver à collecter plus, donc être très business oriented, de maîtriser nos frais de gestion, parce qu'en fait c'est quand même un élément très compétitif, et on voit que les autres asset managers aussi nous concurrencent très très fort, et on est plus sur des logiques de baisse de frais de gestion que de hausse. Et puis le dernier point, c'est le point un peu qui est très similaire à ce qu'on voit dans des compagnies d'assurance, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire c'est l'accès à l'épargnant. On travaille bien sûr avec des directeurs de la trésorerie, des directeurs corporate, des fonds, etc. Mais finalement, le métier de la gestion d'actifs dépend surtout des comportements d'épargne de tout un chacun. Et donc là arrive le sujet de la désintermédiation, arrivent les sujets que vous entendez, qu'on appelle nous des robots advisors, donc des robots qui sont en capacité de vous préconiser finalement des stratégies d'investissement. Et ça, on en est au tout début, donc on a la chance d'avoir acquis une belle start-up l'année dernière, de l'avoir consolidée juste avant Noël, et donc là on en est qu'au tout début. Alors justement, après le début, il y a la suite. Monsieur Atabian, vous avez parlé d'usine, donc naturellement on pense industrie, industrialisation. Typiquement, quels sont les écueils que vous avez pu rencontrer en termes d'industrialisation? C'est un cas d'usage qui semble très bien marcher dans le lab, va devoir être industrialisé. Et est-ce que finalement vous réussissez à chaque fois l'industrialisation, ou est-ce que l'industrialisation est encore un autre enjeu de la réussite d'un cas d'usage? Enfin non, l'industrialisation fait partie intégrante de la réussite du cas d'usage, évidemment. D'abord, l'industrialisation, c'est
plusieurs choses différentes. Hein. C'est pas, ça peut être en fait avoir développé un outil d'expert qui permet de vérifier l'intérêt du cas d'usage, et cet outil d'expert peut suffire. Il est mis à la disposition de quelques experts, et en définitive, l'outil qui a servi à faire l'étude va aussi servir aux experts par la suite. Donc là, c'est une industrialisation qui est relativement simple. Il y a un autre cas de figure où derrière ça, il faut développer un outil à destination d'un grand nombre d'utilisateurs qui ne sont plus forcément des experts. Et là, la réussite, elle passe souvent par le fait que, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, l'usine, elle regroupe des gens venant de l'ensemble des métiers, y compris des gens qui font partie des équipes de développement des SI métiers de ces métiers. Donc s'il faut développer un SI métier suite au cas d'usage, ben, les personnes ont déjà été incluses dans le cas d'étude, et donc ça s'est fait d'autant plus facilement. Et enfin, il y a le dernier cas où en définitive, c'est une évolution de doctrine. Là, il n'y a rien à développer. L'industrialisation, c'est une évolution de la doctrine. Donc voilà, on voit qu'il y a différents cas, mais évidemment, l'industrialisation, elle ne se fait que s'il y a un intérêt qui a été prouvé par le cas d'usage. Donc le premier élément, c'est est-ce que ça rapporte quelque chose? Et si ça rapporte, on industrialise. Ce qui est au cœur de l'industrialisation, c'est à la fois l'usage et la valeur. Ben oui. Sur le changement de doctrine, là, c'est plutôt de la diffusion. Est-ce que vous avez des outils pour diffuser ce type de nouvelles pratiques ou de nouvelles doctrines? Bah, on est dans le domaine du nucléaire très souvent, ou dans le domaine de l'hydraulique, donc il y a des éléments de sûreté qui rentrent en compte. Donc quand un cas d'usage aboutit à une modification d'une doctrine, il y a une procédure très rigide qui fait que lorsque la doctrine est modifiée, tout le monde l'applique. Il n'y a pas de question. C'est plus facile. Oui, mais enfin, il vaut mieux. Et M. Miluccio, vous disiez la même chose, c'est-à-dire que l'industrialisation fait partie de votre cas d'usage. Comment vous évaluez la capacité d'industrialisation dès le début? Aujourd'hui, en fait, quand on pense à tous les projets data, il y a toujours grosso modo le même schéma. Il y a des données qu'on capte, qui arrivent, qu'on collecte. On fait tourner tous nos modules d'intelligence derrière pour pouvoir faire vraiment quelque chose de plus, donner de la valeur à ces data, et après on réinjecte ces data dans le métier. Du coup, d'où viennent les difficultés? C'est de toute la partie de collecte de data, parce que forcément, pour collecter de la data, il nous faut des flux automatisés qui sont forcément mis en place par notre équipe IT. Et cette partie-là, ça peut être un écueil hyper important, parce que si la data ne rentre pas dans notre plateforme, dans notre architecture de manière automatisée et continue, forcément, le projet ne sera jamais industrialisé. Et après, la dernière partie où on met à disposition le résultat de tout ce qu'on a fait aux équipes, soit on doit rentrer dans les systèmes traditionnels IT, et du coup, là, on a forcément besoin de leur aide pour pouvoir retourner dans le cycle opérationnel classique, soit on crée, nous, des interfaces qui sont directement à disposition des équipes marketing. Et dans ce cas-là, on est autonome, du coup, il n'y a aucun souci en termes d'industrialisation. Mais du coup, aujourd'hui, ce qui génère la complexité, c'est vraiment la création et la maintenance des flux ascendants et descendants de données dans une interface, dans notre architecture data qu'on utilise pour le déploiement de tous nos différents cas d'usage. Et je dis honnêtement, au début, c'était hyper compliqué de trouver un bon relationnel avec notre DSI. Aujourd'hui, la data est rentrée tellement en profondeur et est rentrée dans tous les métiers que il n'y a presque plus de débat, honnêtement. On travaille ensemble, ils sont tous intégrés dans nos process du début jusqu'à la fin. Du coup, je trouve que cette grosse frein et crainte sur l'industrialisation est en train vraiment de tomber au jour le jour. Une fois que la culturation est faite, la question ne se pose plus, parce que tout le monde y voit son intérêt. C'est exactement ça. Une fois que tout le monde voit que c'est l'intérêt de tout le monde, et ce n'est pas quelque chose qui peut être nocif pour certains départements, et c'est vraiment pas le cas. On bosse ensemble, honnêtement, nous, on bosse hyper bien main dans la main avec les équipes IT pour industrialiser tout ce qui peut être use case data aujourd'hui. Et M. Martinetti, vous le disiez au début, vous avez une particularité, c'est qu'en fait, chaque entité est différente, que ce soit en termes de patrimoine, de fonctionnement, de localisation, etc. Comment vous gérez justement l'industrialisation dans un contexte où finalement, au départ, vous ne savez finalement pas dans quoi vous allez le déployer? Oui, tout à fait. On ne sait pas sur quoi on va tomber en termes de système, mais aussi en termes d'hommes. En termes de système, la collecte simple de la donnée brute de façon automatique et régulière est encore un vrai défi pour nous aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en introduction,
on n'est généralement pas propriétaire des systèmes, c'est la ville qui est propriétaire d'un système biétique, d'un système d'exploitation. On en hérite le temps d'un contrat. Donc on a rarement la main sur la base de données brutes. On est obligé de mettre en place des fois des petites astuces pour automatiser l'extraction de données, des logiciels d'automatisation de clics, des trucs très basiques et qui paraissent pas du tout innovants, mais qui fonctionnent. Et ensuite, à l'autre bout de la chaîne, il y a un vrai défi au niveau de l'appropriation de l'outil. Et qui est particulièrement difficile dans des contextes culturels particuliers. Aujourd'hui, par exemple, on a énormément de mal à industrialiser un cas d'usage autour de la maintenance prédictive. On a un outil qui a très bien fonctionné, qui a fait ses preuves sur un de nos réseaux français. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à le déployer à Casablanca sur notre réseau de tramway, parce que les mainteneurs sur place ont des pratiques de maintenance très ancrées, très tourné autour du correctif, sur la réactivité, très relié à leur culture. Et en fait, on a été obligé de revoir à la baisse complètement les fonctionnalités d'un outil pourtant très innovant qu'on avait développé en France et revenir à quelque chose de plus modeste. Aujourd'hui, il y a une équipe, sur l'équipe de 6 mainteneurs, il n'y en a qu'un qui travaille sur le prédictif et les autres conservent leur planning classique de maintenance préventif et correctif. Donc encore une fois, il y a un travail d'adaptation au niveau de la technique, mais aussi au niveau des hommes. Et alors, j'aurais une question un tout petit peu différente pour vous, Monsieur Bonnefou, parce que typiquement dans l'industrialisation, vous allez avoir un besoin de consommation de données qui proviennent d'un ensemble d'entités. Vous avez dit le nombre d'entités est extrêmement important. Et Monsieur Miluccio évoquait la nocivité. Comment est-ce que vous gérez aussi l'aspect politique de la détention de la donnée? On sait que pour un certain nombre de services, leurs données, c'est leur pouvoir. Or, aujourd'hui, l'objectif des stratégies data, c'est bien de mettre en commun l'ensemble de la donnée pour servir le bien commun. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là? Alors déjà, le premier truc à faire, c'est de bannir le mot data owner. Donc ça, donc on l'utilise jamais. On a testé plein de choses et à l'échelle du groupe BNP, c'est fini. On ne parle plus de data owner. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une politique de data management, finalement, je vais dire, c'est assez simple, mais le plus compliqué, c'est d'arriver à mettre autour d'une table quelqu'un qui produit, quelqu'un qui contrôle et quelqu'un qui utilise la même donnée. Et une fois que vous arrivez à faire, finalement, à mettre en place ce mécanisme-là sur chacune de vos données stratégiques, il se produit des choses. Et l'année dernière, on a eu l'occasion de le faire sur une bonne 50aine de nos données stratégiques. Et je peux vous dire que les querelles de clochers et le fait que ah oui, c'est moi qui suis propriétaire, ben finalement ces débats tombent à l'eau, puisqu'en fait les personnes s'aperçoivent que déjà la donnée 1, elle a des usages multiples. Les personnes qui l'utilisent s'aperçoivent que la personne qui produit la donnée, elle était juste dans le bureau à côté, voire dans l'open space en face, et donc ça dédramatise et ça décrispe énormément l'organisation. Voilà. Et s'il n'y a pas d'ownership, comment est-ce que vous assurez? Parce que néanmoins, il y a quand même quelqu'un qui est responsable de sa qualité et de sa traçabilité. Et donc, en fait, on a bâti autour, donc on a donné des rôles data à des personnes. Et donc, forcément, la personne qui produit la donnée, puisqu'elle est identifiée, ben celle-là, elle va être responsabilisée en tant que telle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le data quality analyst qui doit faire ses contrôles de qualité de données au bon moment, au bon niveau. La personne qui est en charge des référentiels des golden sources, lui aussi doit faire son job au bon moment et au bon niveau, etc. etc. Et donc, finalement, il ne faut pas cristalliser l'organisation sur une personne et donc lui donner, on va dire, les clés du camion. Et une fois que ça s'est résolu, l'industrialisation est beaucoup plus simple. Et un peu plus simple, ouais. Et en termes d'industrialisation, quels sont vos enjeux aujourd'hui? Typiquement, est-ce que vous avez des problématiques de passage à l'échelle? C'est le passage dans le cloud, je pense. On l'a déjà fait, mais dans le cloud pour, on va dire, at scale, on n'y est pas encore. Donc on le fait parce qu'en fait, on gère notre portefeuille client dans le cloud, on est sous Salesforce, on gère notre front-to-back via la plateforme BlackRock, donc ça, on est dans des clouds privés. Mais on va dire l'usage du cloud public comme ce que je peux faire à titre personnel et privé le week-end, on n'y est pas encore. Alors ça me fait une transition toute trouvée pour mon dernier point, puisqu'en fait toute la problématique quand on va avoir des cas d'usage qui se développent sur des données massives, vient se poser des questions de gouvernance, de conformité, de réglementation. Le GDPR a été évoqué, vous avez évoqué BCBS 139. Aujourd'hui, est-ce que finalement l'ensemble de ces contraintes autour de la conformité de la réglementation
restent des contraintes? Est-ce que vous y voyez un élément d'opportunité? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous contraint pas? Aujourd'hui, comment est-ce que vous, finalement, vous articulez vos cas d'usage autour de cette problématique qui est centrale ou pas? Monsieur Tabian? Oui, peut-être pour répondre à cette question, je vais prendre mon autre casquette, qui n'est pas celle de celui que je remplace, mais qui est celle de directeur données du groupe, hein. Puisque j'ai mis en place, il y a 2 ans maintenant, une politique groupe au niveau de la donnée, donc politique validée au niveau du COMEX. Et cette politique s'est ajoutée à d'autres politiques qui existaient déjà. La politique sur éthique et conformité, où il y avait la GDPR qui était là. Il y avait politique sécurité du patrimoine, sécurité informatique, etc. Et c'était toutes des politiques qui étaient là pour introduire un peu de coercition, un peu de protection, pour en fait empêcher les choses de se développer. Et c'est pour ça que j'ai pris le parti pris que la politique que j'ai mise en place est une politique plutôt liée à la valorisation des données. Alors, sans s'opposer évidemment aux aspects de sécurité, de données personnelles, mais je présente ça souvent 2 flèches qui sont orthogonales, hein. Une flèche sur sécurité données personnelles qui tire dans un sens, et moi je tire surtout pas dans l'autre, je tire vers le haut sur la valorisation. Donc je ne m'y oppose pas, mais je dis simplement que si on veut valoriser, il faut tenir compte des aspects de contraintes réglementaires, mais si on ne fait que les contraintes réglementaires, on risque de ne plus rien valoriser. Donc c'est un jeu entre les 2 dimensions que j'essaie de mettre en place dans la politique de la donnée que j'ai promue. Et alors, Monsieur Minuccio, vous évoquiez 18 000 trackers sur votre site internet. Comment vous gérez les problématiques de conformité et de réglementation? Très honnêtement, sur la partie législative, je pense que mes collègues ils sont beaucoup plus à l'aise que moi, hein, surtout dans la partie banque. Je sais que c'est un des sujets les plus chauds. En revanche, comment nous on l'interprète chez L'Oréal, c'est vraiment... Aujourd'hui, la data privacy, c'est un peu au cœur de tous les processus et surtout, il faut l'entendre de la manière la plus positive possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est vraiment d'utiliser toute la réglementation pour être le plus en plus transparent avec nos consommateurs. J'avais la chance d'être chez Google il y a une dizaine de jours à côté de San Francisco et toute leur présentation aujourd'hui démarre par la data privacy. Il faut que le consommateur soit maître de ces données, il sache exactement ce qu'on fait avec sa data et qu'il comprend tout à fait le bénéfice de nous donner accès à sa data. Et moi, je pense que c'est exactement ça la direction qu'il faut prendre au sein de l'industrie, c'est-à-dire mettre le consommateur toujours au centre et lui donner accès à tous les avantages que nous pouvons avoir dans traiter sa data, toujours de manière réglementée, bien évidemment. Sans faire de mauvais esprit, vous auriez pu aller chez Facebook, il commence peut-être pareil aussi. Oui, c'est vrai. Et alors, Monsieur Martinetti, vous avez une problématique encore différente, vu que vous êtes dans différents pays, et en plus vous avez accès à des données de géolocalisation. Oui, tout à fait. Donc sur les questions de réglementation, on a changé pas mal d'état d'esprit depuis quelques années, on est beaucoup moins frileux. Il y a 2 grands aspects sur la réglementation qui nous touchent, c'est l'open data et la RGPD. Sur l'open data, aujourd'hui, on a une vraie conviction, c'est que le transport multimodal de demain passe par l'ouverture des données, donc le partage des données et l'utilisation par des startups extérieures qui croiseraient les données de différents opérateurs. Ça, aujourd'hui, on en est convaincu. Par contre, on est aussi convaincu que les règles doivent être équitables pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu politique autour du partage de la donnée. C'est pas normal que nous, une entreprise publique comme RATP, soit obligée de mettre à disposition gratuitement des données d'offres, d'exploitation, qui sont ensuite possiblement utilisées par des acteurs privés pour ensuite être recommercialisées. Donc il y a un aspect politique aussi fort sur lequel on travaille. Le deuxième volet est la RGPD. Effectivement, on a beaucoup de données sensibles, comme notamment les données de validation biétique ou les données de traces GPS de nos véhicules. Donc au départ, on voyait l'RGPD comme vraiment une contrainte, beaucoup de travail. Et aujourd'hui, on voit vraiment ça plutôt comme une opportunité, une façon de se structurer, d'adopter une approche par le risque, avec toujours en point de mire la finalité du traitement. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un vrai changement d'état d'esprit. On passe vraiment de la contrainte à l'opportunité pour se structurer, et comme je disais tout à l'heure, notamment auprès de notre comité de direction, c'est des leviers réglementaires qui sont puissants et qui permettent souvent de déclencher des budgets, des modifications dans les organisations internes. Et avec toujours la balance à trouver entre le risque de se faire désintermédier et participer au programme d'open data.
Exactement, donc ça c'est fait partie du travail politique et de l'estimation des risques que j'évoquais tout à l'heure. Et Monsieur Bonnefou, alors vous, au niveau réglementation, vous êtes servi, je pense que dans le Je monde bancaire. crois qu'on a fait un recensement, on est regardé par 20 ou 25 régulateurs, donc nos données sont surveillées, contrôlées. On a même des régulateurs qui s'équipent de plateformes technologiques équivalentes aux nôtres, donc ce qui fait que les échanges de données dans pas longtemps vont devenir encore plus fluides. Donc ils vont finalement, nous on va arrêter de produire des reportings et on va leur envoyer directement des tables de données quasiment en temps réel. Donc ça c'est le futur, c'est un futur proche. Et puis après, côté GDPR, non, on va dire le programme GDPR nous a permis de mettre en place nos processus, de faire la remédiation qui va bien. Le vrai sujet, c'est que ça nous a permis quand même d'avoir là aussi des progrès sensibles sur la gestion de nos contacts, la qualité des données personnelles. Donc il y a eu une prise de conscience en interne que finalement cette réglementation pouvait nous servir à avoir des données de meilleure qualité. Et je crois que j'en garderai plutôt ça comme souvenir. Alors du coup, effectivement, c'est bien en termes de mots de conclusion. Typiquement, dans l'ensemble de vos initiatives, quel est le point éventuellement que vous pourriez mettre en exergue l'enseignement que vous en avez tiré? Alors vous en avez cité un, que c'est celui que vous retiendriez ou... Sur une transformation data, il y en a plusieurs. Je pense que le premier souvenir, c'est quand même d'arriver à faire prendre conscience à une organisation que certes on gère quelque chose comme 5, 8 ou 10 000 données différentes, mais parmi finalement ce patrimoine, finalement vous en avez une petite centaine qui ont plus de valeur que les autres et sur lesquels il faut vraiment se focaliser, il faut vraiment mettre le paquet, il faut vraiment se mettre en responsabilité pour que finalement le quotidien de centaines de personnes, voire de milliers de personnes, s'améliore à l'échelle d'une organisation. Et quand on dit qu'on perd tous 20% de notre temps finalement à traiter de la donnée de disqualité, ça ne devrait plus exister en 2020. Moi, c'est pas possible. 2020, c'est demain. Voilà. Monsieur Martinetti. Une notion qu'on n'a peut-être pas évoquée, qui me paraît importante, c'est la parallélisation des processus pour arriver à une bonne industrialisation dans une transformation data. Il y a la partie IT et la partie outils. Et, si on avance trop rapidement sur les outils, il y a un risque de déception en termes d'alimentation et donc de résultats qui sortent de ces outils. Si on avance trop rapidement sur la mise à disposition, la construction d'une architecture de données, il y a un risque d'arriver avec des données disponibles, mais on n'en fait rien. Donc aujourd'hui, selon moi, un enjeu, c'est de réussir à mettre en musique, à orchestrer ces deux volets en parallèle qui sont souvent gérés à la base des directions différentes. Donc cette notion de parallélisation des process me paraît importante. Monsieur Miluccio. Je suis complètement d'accord. En effet, c'est ça. Il faut continuer à essayer de rester suffisamment souple dans notre manière de travailler, dans notre manière d'innover toujours. Et c'est vrai que moi, je pense que les projets à 3 ans, à 4 ans, où on investit des millions d'euros, ça c'est de moins en moins la réalité de ce que nous on vit dans l'entreprise. Donc, on est dans une logique vraiment d'arriver, d'être pragmatique, de montrer la valeur, de le faire de manière plus rapide. Et je pense que c'est ce type de flexibilité, d'agilité qu'il faut vraiment qu'on continue à garder, au moins au sein des équipes data, au sein de l'industrie. Et après, laissez-moi passer un peu le terme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'amuse beaucoup dans ce qu'on fait. Et c'est un peu cet élément un peu fun qu'on veut tout à fait garder dans notre job, parce que c'est ça, on découvre un peu la nouvelle technologie tous les jours, on essaye un nouveau cas tous les jours. Et c'est vraiment cette nouvelle énergie qu'on infuse dans l'entreprise qui est très intéressant, je trouve, parce qu'on est en train d'injecter chez L'Oréal des nouveaux profils qui n'ont rien à voir avec le profil classique marketeur L'Oréal. Et au début, ça nous semblait quelque chose d'impossible, et aujourd'hui, ça marche très bien. Et je trouve qu'on est en train vraiment de donner une nouvelle lymphe, une nouvelle énergie, même à une machine très, très lourde et très comment dire, structurée comme celle de L'Oréal. En parlant d'énergie, Monsieur Attabian, le mot de la fin. Enfin, moi, si j'avais à retenir une chose du projet d'usine Data Analytics pour les producteurs,
c'est que l'existence même de l'usine a fait que ça a responsabilisé les producteurs dans la qualité des données, dans le choix des cas d'usage. Si on n'avait pas mis en place cette organisation, les choses seraient restées diffuses, la qualité des données aurait été ce qu'elle était habituellement, et le simple fait d'avoir un interlocuteur exigeant, qui demande à se faire payer d'ailleurs, fait que les uns et les autres qui donnent en qualité, donnent en ayant bien choisi les choses. Et d'ailleurs, ce modèle qui existait au niveau de notre relation client, puisqu'on a aussi une usine pour la relation client. Donc on a créé cette usine pour les producteurs, et celle-ci, bon, qui a bien marché, qui marche bien, en fait, elle sert de modèle aussi à une idée qui va sûrement trouver sa concrétisation, c'est de créer une usine pour tous les aspects tertiaires, tous les aspects transverses. Tout ce qui est finance, tout ce qui est RH, tout ce qui est IT, tout ce qui est voilà, tout ce qui n'est ni l'appareil de production ni la relation au client. Voilà. Écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier pour vos éclairages, votre participation, et merci à vous. Je repasse le micro à Stéphane. Merci beaucoup. Je vous redonne ça. Merci beaucoup. Hop, vous pouvez vous laisser ici. C'est bon. Merci beaucoup. C'est la fin de notre